Nous allons démarrer maintenant cette journée d'OpenTech 4.0, première édition. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir donc, à la salle du Haut-Carré, magnifique salle du Haut-Carré. Je suis Marc Bagur, je suis responsable offre d'innovation au CATI et je vais avoir le plaisir de vous accompagner toute cette journée à travers 6 tables rondes où à chaque fois la thématique, les questions qui vont être posées, c'est comment ouvrir les technologies pour les entreprises, comment mettre en action l'écosystème au service du territoire afin de favoriser l'émergence d'innovation et finalement comment faire travailler l'ensemble de ces acteurs qu'on a essayé modestement de réunir aujourd'hui et auxquels on va poser plusieurs questions sur le soutien à l'innovation, la conception des systèmes numériques innovants, le rôle clé de l'humain, la place de l'intelligence artificielle, les filières de formation aussi, et puis on va voir aussi des projets, enfin en tout cas un projet de Smart 4D, de Digital Aquitaine, mais je vais arrêter ici le teasing et donner maintenant la parole à Bertrand Castagnet, qui est co-organisateur, donc directeur général du CATI, co-organisateur de cet événement avec Digital Aquitaine et Smart 4D, qui va avoir un petit mot de bienvenue pour vous. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, on co-organise avec Digital Aquitaine, mais qui a beaucoup plus l'habitude que le CATI de faire ça. Donc pour nous, c'est presque une première, c'est une seconde fois en fait. Pour être précis, on a organisé aussi un événement la semaine dernière et on souhaite voilà, le faire aussi dans le futur. Donc merci d'être venu. J'espère que la journée se passera bien et que vous trouverez les réponses aux questions que vous avez et que vous repartirez inspiré et avec des pistes pour travailler avec les différents acteurs qui sont ici. Alors, Antoine Lamarche, il faut mettre le bouton vers le haut pour que le micro fonctionne. Antoine Lamarche, vous êtes directeur général de Digital Aquitaine. Et vous aussi, j'imagine, vous avez un mot de bienvenue, peut-être aussi une attente, une ambition par rapport à cette journée ? Alors, pas général encore, juste directeur, ça suffira. Oui, avec Bertrand, donc c'est le rôle de Digital Aquitaine aussi de faire le lien justement entre les différentes structures. Bien sûr les entreprises, parce qu'on est avant tout, on va dire, au service des entreprises, mais aussi des structures de recherche, le lien aussi avec la région bien sûr. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment d'arriver à travailler en écosystème. C'est vraiment le fonctionnement de Digital Aquitaine. Donc nous on est ravis évidemment de travailler sur OpenTech. Donc c'est effectivement une des parties de Digital Aquitaine, la partie Smart 4D principalement qui travaille sur l'usine du futur. Mais on a plusieurs spécialisations avec comme fil rouge le numérique, donc le numérique en santé, donc bien sûr l'usine du futur, tout ce qui est les mobilités intelligentes, la distribution et le numérique, donc c'est-à-dire la digitalisation des process de distribution. Et j'en oublie un qui va me revenir, qui est bien sûr il y a data science, mais qui est plutôt techno. Et puis, j'en oublie un. Commerce connecté, je l'ai dit. Ouais. Commerce connecté, la mobilité, l'usine du futur, il y a data science, et puis et la santé, bien sûr, je l'ai dit. Donc voilà. Et, on appelle ça les DOMEX, c'est ça ? C'est ça, c'est des domaines d'excellence. Donc c'est un peu un jargon dit DOMEX. Donc si vous entendez DOMEX, c'est le domaine d'excellence. C'est une spécialisation par marché ou par techno. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors j'ai le plaisir aussi d'accueillir à mes côtés Yann Pennec. Vous êtes directeur de la délégation numérique à la région en charge de 2 sujets, aménagement numérique du territoire et développement de l'économie numérique. Yann, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit aussi que quelque part vous vous réjouissez puisque vous considérez que la région comme un accélérateur de particules, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. On a cet objectif-là, en fait, de créer les conditions du meilleur développement possible des entreprises du territoire. Et concrètement, toutes les structures autour de cette table ronde sont là pour vous faciliter la vie, vous mettre en relation avec les bons partenaires, les bons acteurs et vous accompagner au mieux. Donc effectivement, le développement se fait par la rencontre des bonnes compétences, des bons partenaires, des bons prestataires, des bons co-développeurs. Et concrètement, ce type d'événement sert aussi à cela, à se rencontrer, à échanger de manière un peu aussi informelle, de façon à avoir confiance aussi entre les uns et les autres et avancer par rapport à ses besoins propres. Je vais présenter aussi Guillaume Gaston. Alors Guillaume Gaston, vous êtes responsable des activités industrie 4.0 et transformation numérique chez ADI, donc Agence pour le développement et l'innovation
de Nouvelle-Aquitaine. Vous animez aussi donc une équipe de chargés de mission spécialisée dans l'ingénierie de projet et de financement. Qu'est-ce que vous attendez aussi de cette journée? Pourquoi est-ce que vous la soutenez? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif? Pourquoi est-ce que finalement vous avez rejoint un petit peu cette équipe de super-héros au service de l'Open Tech 4.0? Mais effectivement, je n'ai pas hésité à participer à cette table ronde de par la thématique sur la mise en exergue des écosystèmes et surtout la valorisation de l'interdépendance de ces différents systèmes, puisqu'en tant qu'agence de développement d'innovation, effectivement, on travaille au quotidien avec tous les partenaires qui sont autour de la table. Donc l'agence de développement et d'innovation, je le rappelle aussi, une structure qui a été créée par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a le plaisir aussi de travailler au quotidien avec les différents collaborateurs de la région sur le déploiement de programmes majeurs à l'échelle régionale. Et nous, notre travail, c'est d'aller identifier, sourcer le besoin auprès des entreprises de différentes typologies, qu'elles soient industrielles ou non, et pouvoir les accompagner majoritairement sur la partie ingénierie de projet. Identification des compétences à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, aller chercher les sachants pour qu'ils puissent accélérer et déployer leurs projets dans les meilleures conditions et éventuellement également, s'il existe des dispositifs de financement, pouvoir se rapprocher de la région pour réfléchir à la mobilisation de dispositifs de financement. Alors, on commence à voir émerger un peu la complémentarité, j'ai envie de dire, naturelle qu'il y a entre les différents acteurs que vous représentez et que vous incarnez. Bertrand Castagnet, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler en quoi le CATI est un CRT atypique? Pourquoi est-ce qu'il se distingue un peu dans le paysage? Oui, alors il est atypique, je pense, pour deux raisons. Et je vais peut-être commencer par une qui est en fait le fort soutien des CRT au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors j'en profite pour remercier Yann, mais aussi le département enseignement supérieur et recherche qui est directement en contact avec le CATI et puis surtout le président qui a initié ce soutien il y a déjà pas mal d'années. Voilà, on est un peu atypique si on regarde le paysage français parce que les CRT français, ils sont en général tout petits et nous on a eu les moyens en fait de grossir et voilà, c'est aussi parce qu'on fait des choses, je pense, intéressantes et qui font du sens. Mais le côté atypique, en fait, il est aussi lié au fait qu'on travaille sur le numérique elle la transformation numérique, c'est à la fois quelque chose de très stimulant, de très intéressant, mais aussi un peu difficile parce qu'elle peut prendre plusieurs formes. Donc il y a les technologies du numérique et les pure players du numérique que le CATI doit servir. Et pour ces technologies du numérique, on doit être un relais entre les laboratoires de recherche et les entreprises, comme tout CRT. Mais il y a aussi le sujet de la transformation numérique, donc qui est l'application du numérique et qui est complètement diffusant et qui est vrai quasiment dans tous les marchés et c'est vrai pour toutes les entreprises. Donc on a ce souci de faire de la recherche appliquée, comme les CRT font de la recherche appliquée, faire en sorte de maturer les technologies de l'IoT, de l'IA, du facteur humain, comme tout CRT, mais aussi dans la transformation numérique, on doit pouvoir diffuser vers quasiment tous les marchés. En général, les technologies sont associées à un ou plusieurs marchés. Le numérique, lui, il est partout. Et donc pour ça, on a créé justement une structure un peu atypique par rapport aux autres CRT français, qui est sur 3 pieds, donc sur 3 sujets. Le premier, je vais commencer par lui, c'est le facteur humain. Donc, le numérique, c'est en général pour des humains que c'est conçu. Et connaître l'humain, connaître l'utilisateur, l'intégrer dans le processus de développement, c'est bien sûr clé pour que les technologies ne restent pas dans les armoires quand elles sortent des bureaux d'études. Et puis après, on a deux sujets qui sont aussi des sujets de fond dans la transformation numérique. C'est l'électronique embarquée, qu'on oublie un peu parfois et dont on laisse la compétence à d'autres en dehors de la région ou de la France ou même de l'Europe, mais qu'il faut s'approprier parce qu'elle sous-tend vraiment tous les sujets du numérique. Et si on n'a pas la maîtrise de l'électronique qui intègre, qui sous-tend tous les grands projets en fait, de transformation numérique, bien on perd quand même beaucoup de compétences et de maîtrise.
Et bien sûr, les data science, hein, vous entendiez probablement à ce que les data science soient dans le CATI. Donc c'est cette structure atypique, avec 3 CRT finalement en un, qu'on va trouver au CATI, parce que la transformation numérique demande de travailler sur les usages et sur l'intégration multitechnologique. Donc on comprend bien maintenant comment justement le CATI va pouvoir se positionner par rapport aux DOMEX qui ont été évoqués par Smart 4D, aux missions de l'ADI et puis aussi à la vision de la région. Finalement, tout ça, ça va mettre en œuvre une innovation collaborative. Mais cette innovation collaborative, Yann Pennec, vous me disiez qu'elle peut présenter des complexités entre les parties prenantes. C'est-à-dire que ce n'est pas si évident que ça de faire en sorte qu'il y ait un dynamisme partenarial, qu'il y ait des collaborations qui rebondissent et que finalement, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour pousser dans ce sens-là et pour les inciter. Vous m'avez dit aussi une phrase qui m'a un peu marqué, vous m'avez dit on n'est plus dans la logique d'un dossier administratif égal un projet réussi, on est plutôt dans une découverte réciproque de compétences. L'idée, c'est finalement, c'est de faire naître la confiance, c'est pour ça que les gens se rencontrent. Effectivement, en fait, notre métier, comme je le disais, c'est de favoriser la croissance des entreprises et clairement, la ligne est de favoriser l'innovation au sein des boîtes. Concrètement, l'innovation, elle passe par la collaboration et cette collaboration, de notre côté, nous, région, avec un point de vue purement administratif, c'est un dossier de demande de subvention qui intègre différents partenaires qui unissent finalement des dépenses pour aboutir à un projet pour lequel en fait ils retirent chacun un retour sur investissement. Et en fait la région vient donner une ambition supplémentaire à la collaboration, des objectifs plus importants, peut-être relever des défis liés à la recherche, innovation qui n'auraient pas pu être creusés. Et ce que je voulais dire par là, dans ce que tu viens de dire, c'est que au-delà de l'objectif premier du livrable du dossier administratif qui correspond à un soutien financier de la région, naît souvent de cette collaboration dans le cadre de ce projet une connaissance réciproque qui permet ensuite de rebondir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement sur d'autres projets. Et en fait, les compétences acquises dans un domaine, sur un projet, avec peut-être une finalité marché dans un secteur d'activité, permet en fait de rebondir dans un autre secteur d'activité. Enfin, on parlait des différents DOMEX. On a des entreprises de la filière qui butinent en fait avec leurs compétences sur différents secteurs, parce que de la data, concrètement, par exemple, le traitement de la donnée, aujourd'hui, il est quand même très diffusé, dans Smart 4D bien sûr, mais dans la santé, dans le DOMEX de la data bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est que concrètement, les acteurs qui sont financés avec de l'argent public sont là pour essayer de mettre du lien entre les entreprises, pour les aider à formaliser des projets, pour les accompagner dans les relations avec la région, parce que concrètement, un dossier administratif, ça peut avoir une certaine complexité, ce n'est pas le cœur de métier d'une entreprise. Et du coup, concrètement, on est là tous pour vous accompagner dans cette logique-là. Et dans le cadre de ces projets-là, entre entreprises, ça peut être intéressant d'associer un CATI, typiquement, qui peut être une interface utile pour être en relation avec les différents labos des différents centres de recherche, qui sont connus du coup, et même les chercheurs sont mieux connus de votre côté qu'une entreprise lambda. Voilà l'idée. Oui. Donc finalement, la condition minimale pour la collaboration, c'est déjà un petit peu de se réunir, comme on le fait là aujourd'hui, de se rencontrer, d'échanger, d'apprendre à se faire confiance, pour lancer tout ça, pour lancer ces dynamiques, pour aussi travailler cette question de la visibilité des acteurs régionaux aussi. C'est un propos qui est revenu souvent dans la préparation de ces échanges. Et finalement, j'ai aussi envie de vous faire parler sur le point de vue parisien, parce que c'est intéressant parfois aussi, en se décentrant un petit peu de notre tropisme ou de notre vision ici sur le territoire, de voir finalement qu'est-ce qui va ressortir, comment est-ce qu'on est perçu au niveau de nos forces, au niveau de nos faiblesses. Aujourd'hui, si on se rend compte, si on travaille sur nos synergies, finalement c'est pour essayer d'améliorer quoi? C'est pour essayer de répondre à quoi? En fait, aujourd'hui, la problématique rencontrée par la plupart des entreprises qu'on rencontre, c'est une problématique de recrutement. Recrutement des talents. Pas seulement des juniors, mais plutôt des profils un peu confirmés.
Et on est dans cette chasse ou cette guerre des talents. Et notre point de vue, c'est d'essayer finalement d'attirer des talents venant de l'extérieur plutôt que la chasse s'opère entre les entreprises du territoire. Et cette dynamique d'innovation, en fait, elle a du sens aujourd'hui pour ces personnes-là qu'on cherche à recruter. Elles cherchent du sens, elles cherchent des projets qui sont ambitieux, elles cherchent, au-delà d'un salaire et d'habiter à 1 heure de la dune du Pilat, elles cherchent des entreprises qui ont de l'ambition et qui travaillent sur de l'innovation, sur un volume de data important, sur des logiques de VR, RA avec une ambition à moyen terme. Et du coup, en fait, on a un devoir collectivement de visibilité des forces des entreprises du territoire pour pouvoir attirer ces talents. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille collectivement, je crois, parce que on ne va pas tripler les effectifs de l'ENSERB en 5 ans, même s'il faudrait, mais concrètement, ça va être compliqué. Donc il faut travailler sur la visibilité et la lisibilité de l'écosystème pour montrer à la fois aux entreprises qui viennent aujourd'hui naturellement qu'effectivement il y a un écosystème innovant qui bouge. Plus il y aura d'entreprises, plus les talents pourront se dire qu'ils peuvent rebondir d'une entreprise à l'autre. Ce n'est pas seulement Ubisoft qui recrute à un moment donné, ce n'est pas seulement BetClick, ce n'est pas seulement Cdiscount, et ce n'est pas seulement Mano Mano ou Miracle qui arrivent et qui recrutent aussi fortement. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est qu'on a un devoir de plus grande clarification de l'écosystème numérique régional. Et du coup, quand je dis régional, on est au-delà de la métropole bordelaise. Antoine Lamarche, vous m'avez dit, la région Nouvelle-Aquitaine, finalement, c'est un territoire qui est grand comme l'Autriche, on a tendance à l'oublier, avec un rayonnement européen au sein de Smart 4D, notre Digital Aquitaine. Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que le thermomètre est un peu à la même température que Yann Pennec? Comment vous voyez les choses aussi? Est-ce que vous avez des enjeux de visibilité aussi du même ordre? Quel bilan vous faites là-dessus? Alors, oui, c'est l'Autriche. Tout le monde l'oublie. Et c'est vrai que quand j'ai dit dimension européenne, je parlais surtout de Bordeaux, qui est une métropole à dimension européenne. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce phare qui attire beaucoup. Mais après, la région ne se résume pas à Bordeaux. Le sujet des talents, Yann, il a raison aujourd'hui. Et même s'il y a eu on va dire un tunnel avec la Covid qui a masqué un peu ce défi. On l'affrontait juste avant. Aujourd'hui, c'est crucial pour l'ensemble des entreprises. Donc, c'est clair que c'est aujourd'hui une étape limitante pour un certain nombre d'entreprises. Tout simplement, ne peuvent pas aller à la vitesse à laquelle elles pourraient aller par manque de bras ou tout au moins de cerveau. La visibilité, moi, j'ai pas d'enjeu en termes de Digital Aquitaine de visibilité. Plutôt les Domex et les entreprises, mais c'est justement les accompagner. Et ensuite, il y a une stratégie, pour le coup, qui est plutôt à la fois régionale et puis même nationale, hein, parce que, voilà, faut être honnête, hein, Digital Aquitaine à Las Vegas, tout le monde, j'allais dire s'en fout, mais c'est vrai que ça pas un enjeu. Il y a la French Tech qui peut porter cette dimension-là au niveau international, sachant que la French Tech n'est pas que numérique et nous, on n'est que numérique. Mais clairement, pour attirer il faut avoir, effectivement, Yann a raison, des sujets, un écosystème qui existe aujourd'hui, hein, c'est très riche, et on a pu construire au niveau de Digital Aquitaine un certain nombre de Domex spécialisés sur ces marchés-là. La spécialisation, c'est ça de force, c'est que justement, pour reprendre, c'est plus que accélération de particules, c'est plutôt la masse critique nécessaire pour que ces interactions se fassent. Les gens se connaissent, les compétences émergent, les projets qui peuvent être justement en maturation, en CATI, parce qu'il y a besoin d'éclairer des nouvelles technos. Donc c'est effectivement ce mix qui doit s'opérer, avec la volonté d'échanger, de collaborer, mais aussi, et on est un peu la Suisse, j'allais dire, chez Digital Aquitaine sur ce sujet-là, où il y a quand même une nécessité d'une certaine confidentialité à un moment qu'on rentre dans le vrai, dans le projet. Et donc voilà, mais effectivement, il faut cette visibilité pour donner de la force aux écosystèmes, mais je pense que sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, ça existe. Voilà, on est pleinement dans le sujet de cette table ronde, hein, les synergies de l'écosystème. Guillaume Gaston, quand je vous ai interrogé, vous m'avez dit, moi je ne vois pas vraiment des faiblesses, je vois plutôt des axes d'amélioration. Alors j'aime beaucoup ce volontarisme, ça me plaît beaucoup. Et quelle forme ça prend concrètement chez ADI? Qu'est-ce que aujourd'hui on le voit là, on se réunit finalement, on est en train de se dire que il faut se rencontrer pour la confiance, il faut se réunir pour lancer des projets.
Qu'est-ce que, si vous aviez, j'ai envie de vous donner une baguette magique, par exemple, c'est une lourde responsabilité peut-être, mais qu'est-ce que vous améliorerez, quels seraient les axes sur lesquels vous partiriez? Mais tout d'abord aussi pour rebondir sur les propos qui ont été tenus juste avant, en matière d'innovation aussi et d'attractivité du territoire, juste vous donner en visibilité des initiatives qui ont été menées, notamment je pense à la plateforme Talent d'ici, qui a été lancée par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et qui a pour vocation aussi de mettre en visibilité les besoins des industriels au plus près des territoires. Je pense aussi notamment à la Maison Nouvelle-Aquitaine qui est basée à Paris et qui vise justement à porter des valeurs, à défendre un écosystème pour lui donner de la visibilité à l'échelle nationale et rendre notre... Est-ce qu'on peut faire un petit sondage dans la salle? Levez la main ceux qui connaissaient déjà ce lieu dont vous parlez, là, la maison de... La Maison Nouvelle-Aquitaine. Bon, ouais, c'est une minorité quand même. Donc la Maison Nouvelle-Aquitaine, effectivement, qui permet de donner un peu, de la visibilité sur nos actions à l'échelle régionale et de susciter, pourquoi pas, l'envie de personnes de venir nous rejoindre sur le territoire. Il y avait une initiative récemment autour d'un apéro auquel la région a participé pour donner de la visibilité sur la partie industrie 4.0 à l'échelle du territoire. Pour répondre à ta question, Marc, effectivement, c'est des points d'amélioration parce qu'on a énormément de force en termes de valeur ajoutée et on est tous des acteurs avec notre propre valeur ajoutée. Et l'idée, en point d'amélioration, c'est de capitaliser sur ces valeurs ajoutées au travers la mise en place soit de conventions, comme du côté d'ADI, ça peut être fait avec notamment Digital Aquitaine, pour clairement identifier les spectres d'action de chacun et comment s'enrichir mutuellement, toujours dans un souci d'apporter de la valeur ajoutée aux industriels, ou ça peut être également dans le cadre d'émergence de projets un peu novateurs, je pense notamment à la PFA, la plateforme d'accélération usine du futur, qui vise à fédérer un grand nombre d'acteurs, que ce soit auprès de la partie recueil des besoins, donc les consulaires, les syndicats patronaux, ADI, la région, mais également auprès des acteurs technologiques, les CRT, les laboratoires de recherche, mais également des industriels, leurs compétences intrinsèques sur une recherche de sous-traitance, des offreurs de solutions. Donc je pense que c'est en multipliant ces initiatives un peu novatrices qui embarquent en fait une multiplicité d'acteurs qui jusqu'alors travaillaient un peu chacun de son côté tout en se rendant des comptes, vraiment en les embarquant dans un projet collectif. On l'évoquait juste avant aussi, il y a une autre initiative au travers de l'EDIH qui permet de mettre tout le monde autour de la table et de co-construire en fait des dispositifs qui seront appropriés par chacun des acteurs et en termes de communication aussi permettront de donner un peu plus de lisibilité et de visibilité à ces initiatives un peu macro. Alors justement le DIH, on va en parler dès maintenant, puisque là on voit bien clairement que sont établies des synergies évidentes entre tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui. Bertrand Castanet, vous m'avez dit qu'il y avait des initiatives en cours de renforcement du réseau des CRT, des initiatives au département, ESR, région aussi, mais aussi des travaux concernant sur des feuilles de route régionales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît ? Oui, enfin, je suis assez d'accord, effectivement. Je pense qu'il y a des très bonnes compétences et ce qui manque, c'est peut-être les réseaux, les mises en relation. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi beaucoup de travail qui a démarré et dont une partie commence à porter ses fruits. Il y a notamment le réseau des CRT. Donc je soulignais tout à l'heure le côté, je dirais, petit des CRT au niveau français, même si en Nouvelle-Aquitaine on a quelques CRT qui sont un peu plus gros que la moyenne, on reste malgré tout des acteurs avec une compétence limitée et les entreprises elles attendent en fait des solutions globales. Donc mettre en réseau les CRT, que chacun connaisse les compétences et les complémentarités de chacun, c'est vraiment un sujet très important que la région pousse maintenant depuis 2 ans. Alors la Covid n'a pas arrangé là, pendant quelques mois, mais il y a des appels à des projets intercités, donc une nouveauté depuis un peu plus d'1 an, qui incite les centres technologiques à se réunir
autour de projets ambitieux qui mélangent en fait les compétences des CRT pour en faire des outils, des équipements, des livrables, des résultats qui sont utiles et qui sortent du lot parce qu'ils mettent en œuvre des multiples compétences. Donc il y a ce sujet interCT qui est effectivement clé pour nous et qui est vraiment un chantier en cours et qui a beaucoup avancé en 2021 et je pense qu'en 2022 il va prendre de l'ampleur. Et puis il y a toutes les actions autour des feuilles de route aussi. Alors moi c'est un peu compliqué pour le CATI, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une offre marché, puisque nous on est très technologique et nos technologies s'appliquent dans tous les marchés. Donc ce travail de packager un peu nos savoirs pour les utilisations dans les différents marchés, c'est un peu un travail de longue haleine qu'on a démarré. Mais les feuilles de route nous permettent effectivement de rendre le CATI un peu plus visible des acteurs qui sont impliqués dans les sujets des feuilles de route. Alors, il y a la feuille de route électronique qui est en train de se finaliser, il y a la feuille de route cybersécurité, il y a les feuilles de route sur le numérique, et puis il y a les grands projets, hein, puisque l'usine de futur, c'est un sujet de la région depuis longtemps, qui s'est accéléré avec le dispositif plateforme accélération usine du futur. Et moi, je suis très fan aussi de l'EDIH, qui est une initiative... Qu'est-ce que c'est, l'EDIH? Alors, c'est European Digital Innovation Hub, merci. Donc, en gros, c'est un endroit qui peut être plus ou moins virtuel, d'ailleurs, mais c'est un endroit où on peut accueillir les PME et ETI et leur faire prendre conscience des potentialités des technologies. C'est un premier sujet parce que quand on parle des acteurs du numérique, voilà, c'est des gens qui connaissent parfaitement ce que le numérique peut apporter, mais une PME ETI qui est sur son marché et pour qui le numérique est un peu flou, de pouvoir démontrer les technologies, de pouvoir amener un porteur de projet, bon, ADI connaît ça très très bien, et la région a amené un porteur enfin un chef d'entreprise à se projeter sur un projet qui intègre du numérique, c'est un travail vraiment difficile et auquel on doit consacrer des moyens. Le DIH, c'est ça. Et une fois on peut se projeter sur des solutions pour son entreprise, parce qu'il y a beaucoup de sur-mesure là. On aurait tort, et je pense que c'est ce qui se passe parfois, de faire du one fit all pour des solutions numériques. Les historiques des entreprises, les compétences dans les entreprises, les besoins des entreprises, tout ça c'est vraiment du singulier et on doit trouver à chaque fois une solution qui est taillée pour ça. Donc les EDIH, c'est pour aider sur ce parcours-là. Et puis là où le CATI vient intervenir dans les EDIH, c'est pour le maquettage. Donc essayer de matérialiser cette idée, essayer de la démontrer autour de solutions concrètes, qui ne sont pas encore les solutions définitives, mais qui permettent d'être visuelles et de se matérialiser. Et un dernier point sur la formation. Donc il y a un angle de la formation qui nous tient aussi à cœur, nous, au CATI. Hein. On fait du transfert de technologie, mais on est bien plus heureux encore si, dans le projet de transfert technologique avec une entreprise, on l'amène à être aguerri et avoir des compétences qui vont pouvoir poursuivre l'innovation qui a été prévue dans le projet. Donc faire du transfert de compétences. Voilà, alors ça peut se faire en attirant des talents, mais ça peut se faire aussi en aidant voilà, un apprenti ou un jeune ingénieur qui sera tout seul dans une entreprise parce qu'il sera le seul à traiter un sujet, avec le CATI, de l'amener à un niveau de compétence et de maturité qui va l'amener à pouvoir continuer le projet pour l'entreprise ensuite. Effectivement, c'est un point intéressant parce que souvent on imagine le CATI comme accompagnant surtout les entreprises et pas forcément aussi parfois des parcours d'ingénieurs, des choses comme ça. C'est important de le souligner. Alors là, on voit bien des synergies évidentes, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui sont clairement établies. Donc avec Digital Aquitaine, un pôle centré sur le numérique qui porte des stratégies d'innovation collective, des écosystèmes avec des spécialisations, les DOMEX. Le CATI, donc un centre de recherche en charge d'explorer des technologies émergentes, des applications liées pour accompagner donc leur maturité. ADI, donc l'agence des innovations qui va accompagner la stratégie d'innovation de la région avec une approche individuelle des entreprises. Et puis la région, finalement, cette collectivité qui est en charge du développement économique, financeur principal du développement économique et de l'innovation,
Là, on voit bien maintenant très clairement cette équipe, si je peux dire, ce jeu collectif. Et Yann, j'ai envie à nouveau de vous redonner la parole. Vous m'avez dit, finalement, on a une bonne vision globale de l'écosystème. Mais du point de vue des entreprises qui sont dans la salle, là, souvent la question qui revient à chaque fois, malgré le fait que je viens de un petit peu vous étiqueter, si vous me permettez, la question qui revient à chaque fois, c'est avec qui est-ce que je peux travailler? À chaque fois, ça revient sans cesse cette question. Est-ce qu'on pourrait à nouveau, et messieurs, et je pense que vous le ferez mieux que moi, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, est-ce qu'on pourrait faire à nouveau ce petit effort de pédagogie, de finalement qui est qui fait quoi à nouveau, très clairement? Je pense que c'est une chose importante à faire pour répondre à cette question de avec qui est-ce que je peux travailler. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'éviter à une entreprise ou à peu importe l'interlocuteur d'avoir à répéter 15 fois son projet. Donc finalement, peu importe à qui on s'adresse au début, dans un forum comme aujourd'hui par exemple, mais l'idée c'est qu'à partir du projet, ou en tout cas de l'idée de projet qui est émise, on puisse chacun orienter vers le bon interlocuteur qui n'est pas forcément dans notre propre structure, ou en tout cas associer, parce qu'il n'y a pas que nous concrètement, mais il y a aussi d'autres financeurs, typiquement la BPI, qui peut utilement être associé pour un projet à un moment donné, parce qu'il est suffisamment mûr, parce que les partenariats sont établis, parce qu'il y a un plan de financement, etc. On est juste sur concrètement le déficit de financement à combler, et donc on associe différents financeurs potentiels, voire privés. Mais voilà l'idée, en fait concrètement l'idée c'est de pouvoir vous orienter au mieux, au plus vite vers le bon interlocuteur. Typiquement, si c'est un projet où on est plutôt en amont, dans une phase d'incubation, il y a aussi les incubateurs, il y a aussi les technopoles qui ont ce rôle à jouer dans tout en fait, la chaîne d'accompagnement des entreprises. On part, en fait, la région utilise tous les leviers permis par l'Europe. Donc on aide à l'échelon vraiment amont, où le projet n'est pas encore mûr, où l'entreprise n'est même pas encore forcément créée, avec des logiques d'amorçage vraiment early stage, puis vraiment des prototypes numériques, puis des projets de plutôt de démarrage de start-up avec un premier produit qui est un premier client, et on est plutôt dans une phase d'accélération et on accompagne l'entreprise à scaler. On n'est pas encore dans l'ETI, mais on est vraiment dans une phase de première accélération pour lui donner les moyens de commercialiser plus efficacement ses produits, et à ce moment-là, en fait, on associe aussi des financements publics et privés. Et typiquement, après, quand on cherche des partenariats industriels, des plus grands comptes de façon à établir des partenariats à l'étranger, il y a toute une autre sphère de partenariats à constituer. Et en fonction finalement du premier jet de voilà mon projet, voilà mon idée, voilà où j'en suis, qu'en pensez-vous, à nous d'orienter vers le bon interlocuteur. Potentiellement, c'est l'équipe export. Potentiellement c'est l'équipe design, potentiellement c'est TIC Santé, parce que c'est santé, voilà, c'est ça l'idée. Je pense que on va avoir du mal à faire une photographie et envoyer ça à toutes les boîtes de la région en disant alors si ton sujet c'est ça, tu vas là, si son sujet c'est ça, tu vas là. On n'est pas non plus dans une logique de guichet unique où tu as un projet, tu vas voir un tel et après... Non, l'idée c'est notre travail, nous, est de vous faciliter la lecture de ce truc-là et de vous orienter vers le bon interlocuteur. Et du coup, on n'est pas dans une logique de guichet. Voilà mon besoin, je sais où je vais dans ce guichet-là. Non, notre travail, c'est aussi de challenger le projet et potentiellement de dire, mais la priorité, c'est peut-être pas l'international tout de suite. Il y a peut-être des fondamentaux à structurer différemment, et il y a peut-être des étapes préalables à faire. Oui. Alors, il y a aussi une volonté et une vision qui ressortent et qui m'ont donné envie de les souligner, c'est se donner le droit à l'erreur, se donner le droit d'essayer. L'idée, c'est de creuser pour les entreprises un retour sur investissement finalement qui soit plus à 3 mois, j'ai envie de dire quelque chose un peu court-termiste, mais d'essayer justement d'aller chercher quelque chose plutôt sur du 18 mois. Et là, on le voit par rapport à cette journée qui parle de technologie, de sujets de rupture. Pour y aller, on est obligé d'essayer de réduire le risque en fait, et de se permettre justement d'investir ces questions. C'est ça aussi votre action? Ah oui, tout à fait. C'est bien l'objectif, c'est de
permettre une prise de risque plus importante. Donc avoir un retour sur investissement peut-être sur du plus long terme. Peut-être prendre un risque que vous n'auriez pas pris sans cette aide publique. C'est bien là l'effet de levier finalement de la région. Et dans le risque, il y a de l'échec aussi concrètement quand on accompagne des prototypes numériques. Il y a un certain nombre de projets qui n'existent plus 3 ans après. Ok, bon, c'est un risque qui est pris, qui est assumé. Ceci dit, là on parle vraiment des projets vraiment en amont. Typiquement, les 30 ans d'Unitech ont permis de relever un peu les compteurs de l'ensemble des entreprises qui ont été accompagnées. Il y a 85% d'espérance de vie au bout de 5 ans. Donc, ce n'est pas non plus du risque inconsidéré. Plus on avance en maturité dans le projet. Et par contre, c'est vrai que ces fonds publics donnent du temps aux entreprises, donnent des moyens humains dont ils n'auraient pas pu se prendre. Et être en relation avec un labo, concrètement, ça prend du temps. Et c'est ce temps-là, finalement, qui est financé par l'argent public. Donc oui, c'est dans le modèle économique de la boîte, en fait, ça permet de diminuer le risque et de prendre peut-être plus d'ambition. Guillaume Gaston, vous m'avez dit, vous, finalement, parmi les sujets aussi qui émergeaient, qui étaient importants, en fait, la question était en 1 ou 2 idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'innovation? Parce que c'est aussi une façon finalement de répondre à cette entreprise qui dit avec qui est-ce que je peux travailler. Si elle nous parle à nous, c'est que forcément elle a une arrière-pensée normalement liée à l'innovation. Vous m'avez parlé, vous avez été un des rares en tout cas à évoquer le sujet du RSE. Alors on a eu Bertrand Castanet qui nous a parlé un petit peu d'intelligence embarquée très rapidement tout à l'heure, donc on reviendra dessus au long de cette journée avec le edge computing, mais sur le RSE, vous voyez ça aussi comme toutes ces questions environnementales, sociales, le numérique au service de l'inclusion, des capteurs sur la mise en place sur des postes de travail pour évaluer la pénibilité. Tout ça, c'est la continuité de Neoterra, c'est ça? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, pour prendre un peu le contre-pied de la tech pour la tech, je pense que depuis 5-6 ans, je ne dis pas de bêtises, la région a un axe fort qui s'appelle Neoterra. Et je pense qu'au niveau de la tech, la notion de numérique responsable aussi va être très très importante dans les années qui viennent. L'utilisation du numérique va se diffuser de plus en plus au travers de bombes technologiques, grâce à l'IA, grâce à la 5G, au transport de la donnée de plus en plus rapide et volumineuse. Mais effectivement, on voit poindre dans la conception, dans l'éco-conception aussi des produits ou des services, des tendances de fond. Notamment, tu as parlé d'edge computing, effectivement, où de plus en plus, maintenant, on va aller chercher le traitement de la donnée au plus près du capteur, à la périphérie du système, plutôt qu'envoyer la donnée massive dans le cloud pour être retraitée a posteriori par des serveurs. Donc il y a des tendances de fond qui émergent. Et tout est interdépendant. On peut évoquer également les nouveaux business models au travers de l'économie de la fonctionnalité. On a de plus en plus d'entreprises, et j'en vois une que je ne citerai pas dans l'Assemblée, notamment qui se dit maintenant je vais arrêter de vendre du hard et je vais vendre un service. Donc là, on pense notamment à tout ce qui va être mise en place de capteurs, analyse vibratoire, pour pouvoir mettre en place de la maintenance prédictive. Il y a des entreprises qui vont plus vendre typiquement une machine-outil, mais qui vont vendre l'usage de la machine-outil. Donc derrière, tout l'intérêt de l'entreprise va être d'éco-concevoir sa machine-outil, éventuellement réfléchir au biosourcing des matières utilisées pour la fabrication, à la durabilité, au TRS de la machine elle-même, puisque derrière, ils vendent un usage. Taux de rendement synthétique, hein, pour ceux qui sont... Oui, pardon. Donc ils vendent un usage et un service qui permet aussi aux entreprises de penser à l'éco-conception et à
tout le cycle de vie aussi de leur produit jusqu'au recyclage de ce produit-là. Et cette partie vraiment utilisation de la donnée, utilisation du numérique va se densifier, va se massifier, et je pense qu'il faut qu'on ait conscience dans les 5 ans qui viennent de l'impact que ça a également sur l'environnement au travers des usages très très simples comme simplement vider sa boîte mail, simplement je ne sais pas, utiliser pas une calligraphie, j'ai plus le mot, une typo lorsqu'on rédige des rapports sur du century gothique. Ça, je vous invite à tous le faire. En noir et blanc plutôt qu'en couleur, c'est ça? En noir et blanc ou même en niveau de gris. Du century gothique, quand j'imprime un fascicule en century gothique, j'utilise 30% de moins d'encre. Donc c'est plein de petits usages liés au numérique qui nous permettent, parce qu'on parle souvent, oui c'est bien beau, mais on a un modèle économique, on a un ROI à aller chercher, mais il y a toute une phase de sensibilisation qui est très importante en disant, dans un premier temps, il y a des choses très faciles d'accès qui ne sont pas coûteuses et au contraire qui peuvent avoir un effet bénéfique. Et après, pour prendre l'autre casquette sur la partie RSE, plutôt sur les parties très très favorables qui nous permettent d'avancer très vite sur la partie sociétale et sociale, typiquement l'usage du numérique au travers de l'aménagement des postes de travail. On a des spécialistes de la partie immersive, ce qui nous permet de développer, faire du prototypage à taille, à échelle 1 et pouvoir faire de l'ergonomie de poste de travail, mettre en place des capteurs pour analyser de la gestuelle et détecter des TMS éventuellement sur des postes de travail. Donc le numérique, je pense, est un vecteur très très vertueux pour engager et accélérer les stratégies RSE des entreprises. Et pour faire tout ça, il faut décloisonner, et c'est là que Digital Aquitaine intervient en tant qu'animateur de filière, mais vous ne faites pas que ça chez Digital Aquitaine, Antoine Lamarche. Il y a aussi l'idée de multiplier les rencontres, partager l'expérience, et puis ça donne naissance à des projets aussi, c'est ça? Alors, tout à fait, je voudrais juste rebondir sur les éléments qui ont été dits là. Vous avez raison, on n'en a pas parlé, mais la notion de responsabilité et de sobriété numérique, en fait, ça fait partie du socle que nous on défend. Je crois que Néoterra, c'est juillet 2019, le vote. Et donc, nous, ça fait 3-4 ans, justement, qu'on met sur ce socle. Parce qu'en fait, le numérique, c'est ce que tu disais, Bertrand, en fait, aujourd'hui, ça irrigue tout. Et donc, vous le retrouvez partout. Donc, il y a une notion de filière. Les entreprises du numérique, elles travaillent à peu près, évidemment, pour capter de la donnée et utiliser la donnée. Donc, c'est ce socle qui doit utiliser. Et on a intégré chez nous cette notion d'impact environnemental. Parce qu'effectivement, le numérique est une solution. Ça permet de qualifier, de quantifier ce qui a été dit. Mais c'est aussi un problème, puisque c'est la multiplication des data centers, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on porte, nous, au niveau de Digital Aquitaine. C'est de faire comprendre l'ensemble, et là, on parle écosystème, que l'utilisation du numérique a ses avantages et ses inconvénients. Donc ça, pour moi, c'était un préalable. Une transition peut en cacher une autre, c'est ça l'idée? Voilà, c'est la ça. transition numérique et la transition environnementale. Vous avez raison, il faut le rappeler. Mais c'est un préalable aujourd'hui. Les entreprises qui se développent avec le numérique doivent intégrer ça, comme la donnée, comme la sécurisation de la donnée, donc la cyber, comme les usages, vous en avez parlé. Mais ça, c'est le préalable. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas utiliser le numérique. Ou au moins, demain, vous serez sorti des marchés parce qu'il y aura peut-être une éco-conditionnalité justement des marchés en disant si vous n'êtes pas vertueux, vous n'avez pas le marché, donc il faut intégrer ça. Mais après, ce que tu dis est vrai, c'est ce décloisonnement. Et c'est là où on parle écosystème, innovation écosystémique, ouverture, donc on est à Open Tech, donc on est vraiment dans cette idée, pour recevoir, il faut donner. Donc il est nécessaire d'ouvrir un peu le capot, regarder ce qu'on peut, et ensuite après évidemment quand on rentre dans le projet, dans l'opérationnel, on met des accords spécifiques, et là après ça vit, et c'est les entreprises qui font leur job. Effectivement, donc il y a cette notion de socle ou de nécessaire, et ces écosystèmes qui vont brasser des acteurs qui sont souvent assez loin, on va dire immédiatement du sujet, mais qui vont avoir des compétences et éventuellement une plus-value à apporter. Et de ça naissent souvent des projets. Et ces projets-là, c'est là la difficulté, ce que tu disais, il faut arriver à ce que les personnes se connaissent, se fassent confiance, connaissent leurs compétences. Si vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas ni le fonctionnement, ni les outils, donc voilà. Donc c'est là où nous on essaye de se construire ces écosystèmes pour que ça travaille ensemble et que cette masse critique est nécessaire pour que les interactions fonctionnent. Donc là on est presque dans la physique.
Voilà, donc c'est un peu le fonctionnement que nous on essaye de faire. Donc typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est pas forcément évident parce qu'il faut arriver à faire comprendre. Quelquefois ce sont des langages différents entre l'usine et le numérique, entre l'aéro et le numérique. Voilà. Donc c'est ce métier qu'on doit faire. Après, pour rebondir à ce que tu disais, si on veut mettre des étiquettes, nous on est dans le collaboratif, etc. Effectivement, en entrée, renvoyer s'il y a une stratégie individuelle sur ADI qui vont être très forts, et en particulier sur le financement, et puis faire interroger l'entreprise sur par quoi je dois commencer, qu'est-ce que je fais, comment je me développe, etc. La région, évidemment, puisque sans eux, le développement économique serait un peu compliqué. Et puis nécessaire d'éclairer un certain nombre de technologies émergentes à travers la partie... Donc le premier contact, voilà. L'ADI, c'est ça, sur le besoin général. Être. Après, voilà, on va l'orientation le ballon, vers, l'orientation vers un cluster plutôt Digital Aquitaine, hein, on peut le dire comme ça. Digital Aquitaine, ensuite, pourrait pointer vers une entreprise du territoire, c'est ça l'idée ? Et le CATIA, après, apporterait une expertise sur une brique technologique. Ça sera un peu ça l'histoire idéale. Le cas idéal, c'est ça. Et puis ce que tu disais, Yann, aussi, c'est qu'avant, si c'est en early stage, il faut construire l'entreprise. Donc c'est là où on va travailler avec Unitech, Technowest, etc. pour construire. Et ensuite, quand vous existez, ok, super, j'ai mon produit, j'existe, mais c'est quoi les écosystèmes dans lesquels j'évolue, c'est quoi les marchés que je vais adresser, etc. Voilà, donc c'est nécessaire ensuite de travailler avec les entreprises. Ou aussi pour le CATI, je ne l'ai pas dit, la mise en relation avec un laboratoire ou un chercheur. Et du coup, on voit bien que parfois, il faut venir nous parler, nous rencontrer, échanger avec nous pour que finalement, on vous redirige vers un autre acteur, un autre talent du territoire. Alors je ne sais pas si tu vas nous donner la parole sur le sujet, mais... Prends-la, je t'en prie. L'idée, c'est qu'on est dans OpenTech, on peut assister à un certain nombre d'événements Digital Aquitaine qui sont ouverts volontairement pour faire découvrir comment ça fonctionne, comment les interactions se créent, etc. Et puis après, on a des événements fermés, réservés aux adhérents, où on rentre un peu dans l'opérationnel, dans les projets collaboratifs. N'hésitez pas. Peut-être Marc aussi à appuyer les propos de Yann sur le fait qu'il n'existe pas de port d'entrée unique. Il y a une valeur très très importante qui nous anime aussi, c'est l'humain, tout simplement. Et à la limite, la complexité de nos organisations internes ne doit pas venir polluer le projet du chef d'entreprise. Et l'idée, on est des humains, on a des relations qui se construisent entre personnes, et l'idée, c'est de ne pas mettre le projet et la typologie d'entreprise dans une case. S'il y a un bon feeling côté Digital Aquitaine avec le chargé de mission, côté de la CCI, de la CMA, du conseil régional, d'ADI, d'un syndicat patronal aussi qui a une casquette, on va dire, développement économique. L'idée, après, c'est l'apport d'entrée et elle est multiple. Parce qu'on a aussi conscience, en termes de masse critique, justement, que chacun de manière individuelle, on ne peut pas embrasser tous les projets aussi des entreprises, on va dire entre parenthèses, cœur de cible. Donc à la limite, moi vraiment le message que je voudrais passer, c'est on l'observe depuis 4-5 ans, vraiment cette animation de l'écosystème, du travailler ensemble qui se développe de plus en plus. Donc le message, c'est si vous avez un interlocuteur dans votre écosystème avec qui vous vous entendez bien, capitalisez sur cette relation-là et lui sera toujours capable de venir chercher la bonne compétence, la bonne personne, le bon dispositif dans l'écosystème. Voilà. Alors, Guillaume Gaston, vous soulignez le rôle clé de l'humain, on va en parler aussi tout à l'heure. Bertrand Cassagnet, vous m'avez dit, alors en guise de mots de la fin, puis après je laisserai Yann aussi conclure, parce qu'il y a un message très important à faire passer. Vous m'avez dit, Bertrand Cassagnet, je souhaite éviter le techno-push. Qu'est-ce que c'est le techno-push ? C'est pire que le Covid ou quoi ? Peut-être. Mais je suis sûr, les gens qui sont dans la salle ont déjà eu cette expérience de projets, de services basés vraiment uniquement sur les technologies et sur l'envie d'ingénieurs ou de docteurs de démontrer des choses très complexes. C'est ça que j'appelle le techno-push, sans se préoccuper en fait des utilisateurs finaux et combien de projets terminent après peut-être une semaine, tant que l'effet waouh est là, terminent dans les armoires. Donc vraiment se préoccuper des utilisateurs,
de la manière dont ils fonctionnent, de leurs capacités, de leurs aspirations aussi, et puis les intégrer dans la conception et tout au long du processus de développement de ce produit ou de ce service pour vérifier qu'on est vraiment dans l'acceptation et aussi dans le résultat, dans la performance, parce qu'on ne fait pas des nouveaux produits, des nouveaux services simplement pour le côté démonstration des technologies. Il faut que ce soit vraiment utile. Voilà, que l'humain soit au centre du processus de réflexion, de conception et de développement. Voilà, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au CATI. C'est pour ça qu'on a une unité qui est spécialisée là-dedans et qui vient mettre quelques bémols parfois à d'autres profils plus technophiles qui voudraient voilà, aller dans des voies qui ne seraient pas forcément les meilleures pour les utilisateurs. On en parlera à la prochaine table ronde juste avant. Yann Pennec, en guise de mot de la fin, vous avez rappelé une réalité, c'est que la fusion des régions, ça date de 2016. On est en 2021. Il faut aller chercher les gens. Et vous m'avez dit aussi que vous étiez content quand, par exemple, vous entendiez un porteur de projet d'un CHU à Poitiers dire voilà, je suis en contact avec le CATI, est-ce qu'on peut discuter? On va voir que finalement, on fait, entre guillemets, permettez-moi l'expression, péter les frontières un petit peu, on décloisonne très concrètement et on voit des actions se mettre en place parce qu'il y a cette contrepartie un petit peu du territoire, qu'il y a une grande concentration des entreprises autour de Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je disais tout à l'heure que je me demandais quel était le mot de la fin dont j'avais parlé. Mais oui, effectivement, la réflexion qu'on porte aujourd'hui, c'est de se dire que le territoire est effectivement grand, mais que concrètement, ces outils qui sont métropolitains pour certains, financés par la région, ont vocation à irriguer l'ensemble du territoire. Et que concrètement, on parlait des Domex, entre Bordeaux et Angoulême, il n'y a plus de frontières, et que la filière animation, la filière jeux vidéo qui est très présente sur le bassin angoumoisin, concrètement les acteurs aujourd'hui collaborent beaucoup plus facilement qu'auparavant, et ça apporte de la valeur, me semble-t-il. Plus on élargit le terrain de jeu, plus on élargit la diversité des acteurs, plus on trouve finalement des spécialistes sur certains domaines. Il y a Legrand à Limoges, concrètement c'est pas un petit acteur, c'est la seule boîte du CAC 40 dans la région. Bon, ils n'ont pas toutes leurs équipes ici, mais bref, l'idée qu'on porte aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut qu'on fasse région aussi dans le numérique. C'est le cas dans les autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, il faut qu'on avance plus rapidement sur cette dimension-là, notamment pour tous les objectifs qu'on s'est donnés en discutant aujourd'hui. L'attractivité des talents, la visibilité, la force de l'écosystème, amener plus d'innovation aux acteurs. Et effectivement, qu'un CHU de Poitiers travaille avec CATI, c'est très bien. Il y a un CRIT informatique à Poitiers, mais n'a pas forcément ses compétences sur la relation machine. Et il y a du sens. Il y a du sens à travailler Smart 4D à l'échelon de la région et pas seulement à l'échelon métropolitain. Et puis dans la région, il n'y a pas que Bordeaux, il y a aussi le Sud, le Pays Basque. Et voilà, donc c'est un travail qui nous est confié aussi d'essayer de structurer la filière de manière intelligente. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'échelon des anciennes régions n'est plus une structuration intelligente, me semble-t-il. Et c'est vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui. Mais super, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation à cette table ronde. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup.